Permettez-moi de commencer cette vidéo par une citation qui va en dire long sur la suite. La tragédie, c'est quand je me coupe le doigt, et la comédie, c'est quand on tombe dans un égout ouvert et que l'on meurt. Il y a bien des façons de mourir et cette citation de Monsieur Mel Brooks colle parfaitement avec l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire de plus de 60 nobles qui se sont noyés littéralement dans du caca en 1184. Vous avez bien entendu les amis, il n'y a pas de blague, nous ne sommes pas revenus en enfance, il y a vraisemblablement des gens, et même de manière avérée, qui se sont noyés dans une piscine de daube. Et je vais vous conter cette histoire absolument incroyable. Mais revenons au tout début de cette charmante histoire, car, évidemment, il y a un début à tout, même à celle-ci. Tout commence à l'époque d'Henri le Lion, également connu localement sous le nom de Henri le Fier. Il devient duc de Saxe en 1142 et duc de Bavière en 1156. À son apogée, il gouverne un territoire divisé en deux parties qui s'étendent des côtés de la mer du Nord jusqu'aux Alpes au sud. Son autorité s'étend de la Westphalie à l'ouest jusqu'à la Poméranie à l'est. Et un beau jour, Henri va entreprendre un pèlerinage à Jérusalem en 1172. En chemin, il fait une halte à Constantinople pour Pâques, puis arrive à Jérusalem au milieu de l'été, où il va séjourner pendant les mois de juin et de juillet. J'adore prendre cette intonation parce que vous ne vous attendez pas à ce qui va se passer ensuite. Sur place, il va rencontrer les Templiers et les Chevaliers Hospitaliers. Et par la suite, il va retourner en Bavière pour Noël. Il est parti se faire un petit trip comme ça, dans les terres sacrées, voilà, et il revient. Le cousin d'Henri, Frédéric de Barberousse, règne en tant qu'empereur du Saint-Empire romain germanique. En 1174, Barberousse décide de poursuivre ses batailles contre les cités-États de Lombardie, mais également contre le pape. Tout ça se passe dans le nord de l'Italie. Il sollicite l'aide de son cousin Henri le Lion, qui avait déjà participé aux premières campagnes italiennes de Barberousse. Sauf que lui, Henri, il est préoccupé par la sécurisation de ses propres frontières orientales. Donc il se dit, frérot, je vais pas partir en guerre avec toi, moi j'ai déjà pas mal à gérer, c'est le bordel de mon côté. L'expédition militaire de Barberousse en Lombardie, elle va échouer, et il va reprocher à Henri de ne pas l'avoir suffisamment soutenu. Barberousse se tourne alors vers d'autres princes allemands qui ont des vues sur les territoires d'Henri. En 1180, ils organisent un tribunal d'évêques et de princes pour juger Henri par contumace, et tout ça pour insubordination. Ils vont en quelque sorte se venger en lui foutant un procès au cul. C'est pas très sport, mais bon, après j'ai pas les détails, est-ce que c'est 100% pour ça? En tout cas, ça en fait partie. À la suite de ce procès, Henri est déclaré hors la loi et ses terres sont confisquées. Barberousse envahit très vite ensuite la Saxe pour faire respecter cette décision. Henri doit comparaître devant l'empereur à Erfurt en novembre 1181. Erfurt est à l'époque une ville politique impressionnante. La réunion a lieu dans l'église Saint-Pierre, là où se produira 3 ans plus tard la catastrophe des nobles qui vont tomber dans une piscine de chiasse. Tout ça est vrai. Et d'ailleurs, si vous souhaitez rencontrer des personnes de manière claire et limpide, à contrario de ces nobles à qui il va arriver une mésaventure incroyable, mésaventure qui ne se serait probablement jamais passée s'ils avaient utilisé l'outil dont je vais vous conter les mérites. Outil qui se nomme Fruits. Fruits étant une application de rencontre sur Android et iOS. Elle va vous permettre de cibler tel un sniper ce que vous voulez. Et évidemment, sans rater votre cible. Et oui, puisque votre cible, en fait, elle cherche la même chose que vous. Et c'est là qu'est la puissance de l'outil Fruits. Sur cette application Fruits, les choses se passent bien différemment que sur les autres applis de rencontre lambda. Car la personne en face sait ce que vous cherchez et finalement vous êtes mis en relation seulement avec des gens qui cherchent la même chose que vous. Mais là, vous me direz, mais Toony, comment c'est possible? Accrochez-vous bien. Figurez-vous que le rencontre game a été révolutionné par Fruits, et notamment sur son système algorithmique basé sur les fruits. Attendez, vous allez comprendre, mais surtout, vous allez l'adopter. Fruits a mis en place un système où chaque fruit correspond à ce que vous recherchez. La cerise pour trouver sa moitié, hashtag sérieux. Le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, hashtag pas de coup d'un soir. Non, non, non. La pastèque pour des câlins récurrents sans pépins, hashtag sex friends. Celui-là, on peut pas trop le dire, pas trop. Et la pêche pour une envie de pêcher avec toi. Mais moi, je veux faire l'amour! Hashtag ce soir, maintenant, très vite. Au moins, c'est clair, il n'y a pas de lézard, ou plutôt, il n'y a pas de pépins. Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Il y a également le système des questions juteuses. Oui, on est dans le champ lexical du maraîcher, et j'adore ça. Et donc les questions juteuses, elles consistent en quoi? Eh bien, à chaque fois que vous allez matcher, vous allez choisir une question, et les deux doivent y répondre avant que la conversation ne commence. Ce qui évite les situations un petit peu cringe du type « Salut ça va ?» Ça va, SAVA, ça sort, hein. On est d'accord? Faut pas être sapio, mais quand même, un minimum. Donc si vous en avez marre d'être seul, et je sais que c'est chiant, eh bien je ne peux que vous conseiller d'aller tester, avec le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo, l'application Fruits, pour faire un max de rencontres, évidemment. Je veux absolument tous vos feedbacks de rencontres en commentaire de cette vidéo. Non. En vrai, ça peut être drôle.
Au début de l'année 1182, Henri il est exilé pendant 3 ans et part vivre en Normandie, chez son beau-père jusqu'en 1185. Mais revenons courant 1184. C'est ça qui nous intéresse un petit peu plus. Dans le duché de Thuringe, alors un duché c'est un territoire gouverné par un duc et une duchesse, comme son nom l'indique, vous me direz, et bien à cette période, un dirigeant régional important du nom de Louis III de Thuringe, également appelé Louis le Pieux ou Louis le Doux, et bien ce monsieur il est en conflit avec des familles nobles, mais principalement avec Conrad de Wittelsbach, qui est l'archevêque de Mayence. Conrad est un partisan loyal de l'empereur Frédéric Barberousse, c'est un homme extrêmement influent et respecté de son époque. Alors, de ce qu'on sait, leur querelle elle porte en fait sur des conflits de territoire, mais également d'influence, et tout ça dans la région. Grosso modo, chacun d'entre eux, en fait, ils essayent d'étendre leur position géographique, mais aussi leur autorité, donc forcément, au bout d'un moment, il peut y avoir conflit si les mecs sont au même endroit. Évidemment, aucun accord ne semble possible entre les deux hommes, avides de pouvoir, et leur conflit commence à énerver. À tel point que pour résoudre le problème, un roi allemand intervient. Il ne s'agit pas de n'importe qui, mais de Henri VI, fils de l'empereur Barberousse, et qui est donc destiné à devenir le prochain empereur du Saint-Empire. En très bon médiateur, et afin de trouver une solution assez rapidement, Henri VI convoque une diète. Alors une diète, c'est une réunion formelle, une sorte de petit tribunal rapide. Et tout ça va se passer à Erfurt. Il est prévu que cette réunion se tienne dans l'église Saint-Pierre, le plus ancien bâtiment de la citadelle de Pétersbourg. Pour ce faire, Henri VI accorde une multitude d'invitations aux nobles et à tous les hauts fonctionnaires du Saint-Empire romain germanique, afin qu'ils assistent à l'assemblée. Beaucoup d'entre eux vont répondre à l'appel et participer à ce petit événement. La diète du 26 juillet 1184. C'est le grand jour et tous les hauts fonctionnaires sont arrivés à l'église Saint-Pierre, où doit se passer la réunion. Là, faut imaginer, c'est vraiment le haut du panier, c'est des nobles, c'est tout ça. Y compris, bien évidemment, dans l'eau, Louis III, l'archevêque Conrad et le roi Henri VI. La majorité des nobles prennent place dans la plus grande et majestueuse salle de l'église. L'assemblée, à ce moment-là, elle est prête à commencer. Sauf que tous ces nobles bien nourris et leur armure en côte de maille sont trop lourds pour le sol. Le plancher de la grande salle se met tout d'un coup à craquer et cède dans son intégralité. Tout va extrêmement vite. Les poutres du plancher en bois se brisent, entraînant l'effondrement du groupe sur le plancher situé au niveau inférieur. Ils sont désormais sur le plancher de la latrine. Les latrines, c'est en quelque sorte les chiottes de l'époque. Là, il y avait comme une grosse fosse septique en dessous. Je vous dis pas l'odeur. À ce moment-là, il y en a certains qui sont blessés et d'autres qui sont déjà morts. Faut imaginer, ils ont déjà fait une chute assez énorme. Sauf que ça ne s'arrête pas là, parce que le plancher des latrines, donc des chiottes, il va céder. À cause des masses qui sont tombées en quantité et la gravité, l'ensemble des 2 étages ainsi que les nobles sont submergés dans une grande piscine fécale. Piscine fécale, piscine de caca. C'est historique. On a le droit d'en parler, c'est l'histoire. On imagine une vision à mi-chemin entre le bizarre et le tragique. De voir entre 60 et 100 nobles tomber dans la fosse à excréments de moines, ça peut prêter à sourire même si l'événement était catastrophique. Petit point culture parce que c'est important. Faut savoir qu'au Moyen-Âge, les latrines, elles jouaient un rôle essentiel dans la gestion des déjections humaines. Et elles étaient une caractéristique courante des châteaux, des monastères et des villes fortifiées. En revanche, elles étaient assez rudimentaires et différentes selon les régions et les classes sociales. Elles étaient généralement situées à l'intérieur des châteaux ou des enceintes fortifiées, souvent situées près des cuisines ou des salles à manger pour des raisons pratiques. Dans les maisons plus modestes, les latrines étaient souvent construites à l'extérieur, à une certaine distance de la maison principale. On peut imaginer pourquoi. Alors par contre, dans les châteaux, les latrines à côté des cuisines, aujourd'hui, la répression des fraudes ou plutôt l'hygiène, y passe, c'est fini. Elle se composait généralement d'un siège percé placé au-dessus d'un vide. Les sièges pouvaient être en bois ou en pierre. Je vous dis, c'est passionnant l'histoire des chiottes au Moyen-Âge, je continue. Et certains étaient munis de trous en forme de cœur pour plus de confort. C'était pas pour faire joli en fait, c'est parce que ça épousait mieux la forme du boule. Au Moyen-Âge, ça cogitait un peu. Les latrines étaient conçues de différentes manières pour répondre aux besoins spécifiques. Certains châteaux avaient des latrines en saillie construites à l'extérieur des murs du château. Cela permettait aux utilisateurs d'avoir une vue sur les environs tout en utilisant les toilettes. Donc en fait, tu pouvais être aux chiottes et puis vérifier s'il y avait pas un mec qui t'attaquait en même temps. Ça peut servir. C'est bien parce que t'es jamais serein quand tu vas aux chiottes, quoi. D'autres latrines étaient directement intégrées au mur épais du château, offrant ainsi une certaine isolation et une meilleure protection contre les intempéries. Alors, côté hygiène, c'était pas une priorité au Moyen-Âge, mais c'était pas aussi dégueulasse qu'on le pense. Et les latrines étaient souvent des endroits qui étaient malodorants et pas très souvent lavés. Mais elles avaient le mérite d'exister, imaginez avant comment on faisait. Déjà là, on évacuait toutes ces choses un peu vers l'extérieur, même si, voilà, ça restait assez sommaire. Je sais pas si vous connaissez Prosper le purineur, c'est moi qui ramasse le purin, il devait y avoir des mecs qui ramassaient tout ça après, mais c'est une autre histoire. Pour réduire les odeurs, on utilisait parfois de la paille, de la sueur, du bois ou de la cendre pour recouvrir les déchets. C'était en quelque sorte les prémices
prémices des toilettes sèches. Certains châteaux plus avancés pouvaient avoir des conduits d'évacuation permettant de rincer les déchets avec de l'eau. Mais c'était quand même très rare d'avoir ce genre de système à l'époque. Il faut savoir que ça existait. En gros, à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait des châteaux avec des sortes de chasses d'eau, on va dire. Donc là, c'était un niveau d'hygiène encore plus élevé. On chiait déjà dans l'eau potable au Moyen-Âge, c'est incroyable. Enfin, potable, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Côté intimité, bah, c'était pas vraiment mieux. Les latrines étaient rarement des espaces privés. Dans un château médiéval, elles étaient généralement sous forme de garde-robe. C'était une petite structure qui dépassait un mur extérieur du château, ressemblant à une petite baie vitrée. Un siège en bois avec un trou était situé en bas de la garde-robe, permettant aux excréments de tomber simplement le long du mur, vers la fosse juste en dessous. Pour les monastères, elles étaient souvent regroupées, formant une salle commune avec plusieurs sièges alignés. En gros, quand t'étais moine, bah, souvent dans les monastères, quand t'allais au shot, bah, tu chiais avec tous tes potes moines à côté. Voilà, précision, c'est incroyable. Fallait pas trop demander d'intimité, hein, quand t'étais curton à l'époque. Attention, c'est pas des généralités, hein, tout ça est bien différent à bien d'endroits. Dans les villes, parfois les latrines publiques étaient installées le long des rues, sans séparation entre les utilisateurs. Tu pouvais serrer la main à ton pote dans les chiottes. À ne pas faire. Concernant les vidanges, elles devaient être faites régulièrement. Dans les monastères, cela était généralement effectué par des serviteurs spécialement assignés à cette tâche. Les déchets étaient souvent jetés dans des puits ou dans des cours d'eau, ce qui contribuait d'ailleurs à la propagation de maladies et de parasites. Et donc cette fameuse église où s'est passé ce que je vous ai raconté, eh bien elle avait sa avion de chasse. F-12 MiG-24. Elle fait partie d'un monastère et elle a donc ses propres latrines, et notamment sa propre cuve. Évidemment, puisqu'ils sont tombés dedans tout à l'heure. En l'occurrence, une énorme pièce sans intimité, vous faites votre truc à côté du voisin, avec des bancs le long des murs et des trous ouverts au-dessus d'une énorme fosse à caca. Comme précisé juste avant, la fosse à eau usée devait être vidée régulièrement pour éviter l'accumulation de matière fécale et de mauvaises odeurs. Sauf que la tâche, et on s'en doute, est extrêmement désagréable à réaliser et personne ne voulait le faire. Ils procrastinaient le vidangeage de la fosse à purin. À caca. Bref, ce jour-là, les nobles sont tombés de 2 étages dans une quantité ahurissante de merde liquéfiée et nauséabonde. Et on se dit que ceux ayant perdu la vie dès l'effondrement du premier plancher, eh bien ils ont eu du bol. Ils n'ont pas eu le sort horrible et humiliant de perdre la vie noyés dans des excréments, entraînés vers le fond sous le poids de leur armure. En sachant qu'en plus qu'à cette époque, la plupart d'entre eux ne savaient même pas nager. Donc évidemment, si vous dites ils auraient pu nager, bah non. Ils étaient en armure, ils pesaient 150 kilos les bonhommes, ils savaient pas nager, et la fosse, elle était d'une profondeur de au moins plus de 2 mètres, sachant qu'à l'époque les gens étaient encore un petit peu plus petits. Ils ont rapidement coulé, on va dire. Et il y a un scribe qui écrira ça après le drame. Au lieu d'être assis en conseil entouré de plusieurs personnes dans une salle supérieure, essayant d'établir la paix entre, le bâtiment s'est soudainement effondré et beaucoup sont tombés dans le puisard en dessous. Certains ont été secourus avec difficulté, tandis que d'autres ont été étouffés dans le bourbier. Tels étaient ces mots. J'aime bien comment ils écrivaient les scribes. Bon, ça donne le ton, mais il y en a certains qui vont survivre. C'est pas fini. Notamment des directeurs d'école qui vont parvenir miraculeusement à s'en tirer. Le roi Henri VI et l'archevêque Conrad aussi. Ils se trouvaient tous les deux dans des alcôves à l'intérieur du mur de pierre, ce qui leur a d'ailleurs offert une vue imprenable sur la catastrophe. Ils ont dû attendre l'installation d'échelles pour pouvoir redescendre. On sait qu'une fois secouru, Henri VI a immédiatement quitté la ville. Quant à l'archevêque Conrad, il prospère et mène une armée lors d'une croisade en 1197. Une fois en Terre Sainte, il devient l'égal du pape Célestin III pendant 2 ans. En 1199, il retourne en Allemagne avec des pouvoirs accrus en tant que légat pontifical. Il parvient à établir un armistice entre les factions en Allemagne en avril 1200 et à réconcilier une rivalité politique en Hongrie en octobre de la même année. Bon, il va décéder de retour de Hongrie, faut bien mourir un jour. Louis III, il va faire partie de ceux qui sont tombés tête la première dans le bousier. En revanche, il ne se noie pas et parvient même à éviter des infections graves, malgré des coupures et des éraflures qu'il a subies. Alors ça, c'est de la chance. Ironie du destin ou pas, mais Louis III de Thuringe, Henri VI et l'archevêque Conrad de Mayence, qui je rappelle sont tous les 3 les hommes à l'origine de cette réunion, eh bien ils ont survécu tous les 3. Ensuite, l'annonce de la tragédie, bah figurez-vous qu'elle a été un petit peu améliorée. On n'a pas tout à fait dit que les mecs s'étaient noyés dans de la merde. Aucune référence au moindre caca de moine sera faite dans un premier temps. Pour ajouter l'insulte à la blessure, si vous me permettez, avant la catastrophe, Henri VI était apparemment un utilisateur fréquent de l'expression « si j'échoue, puis-je mourir en excréments ?» Après ce qui s'est passé, il a plus jamais utilisé cette expression. Faut savoir que par la suite, certains qui étaient tombés dans cette fosse, eh bien, ils ont eu des infections et ils sont morts plus tard. Et c'était donc une histoire incroyable du Père Tounelard. Pensez à vous abonner, j'espère que vous aurez apprécié, c'était un peu crade mais rigolo. Merci à tous encore une fois, je vous embrasse, je ne vous dirai jamais assez merci. À très vite chez Touni, abonnez-vous, mettez des pouces pour soutenir. Au revoir tout le monde.